Bonsoir, bienvenue à vous tous. Bonsoir, Alain Finkielkraut. Bonsoir. Je suis très, très heureuse. Déjà, l'idée d'un entretien avec vous était impressionnante, mais quand j'ai lu Grand Entretien, alors là, je crois que j'ai frôlé la panique, mais si cet entretien sera grand, ce sera certainement uniquement grâce à vous. À la première personne, le livre sort dans 2 jours, le 19, mais il est déjà à la librairie du Mage. Et je veux peut-être commencer par dire ce que ce livre n'est pas, à mes yeux. Ce n'est pas une autobiographie, ce ne sont pas des confessions, il n'y a pas de révélation intime, ce n'est pas un journal, ni même une chronique selon la formule de Jean de La Fontaine, j'étais là, quelque chose m'advint. C'est un livre bref. Alors, quand je dis bref, ce n'est pas une question de nombre de pages, c'est un style, c'est-à-dire c'est un livre qui ne se perd pas en chemin, vif, incisif, et on y retrouve les thèmes et le style, ou les styles, qui sont familiers à ceux qui vous écoutent à la radio, à ceux qui vous lisent. 7 chapitres, comme autant d'étapes de votre parcours, avec leur prolongement, leur évolution, leur dérivation. Donc ça va de mai 68, l'amour, à Amor Mundi, c'est le souci du monde, l'amour du monde. Ça va de l'interminable question juive à Heidegger, à l'Europe. Donc 7 chapitres qui sont encadrés par un avant-propos et un épilogue dont le moins qu'on puisse dire, Alain Finkielkraut, c'est qu'il n'y a pas de la moindre fioriture. Donc vous allez tout droit et d'emblée vous dites que ce livre, vous l'avez écrit, vous le voulez sans faux fuyant, sans complaisance, vous voulez jouer carte sur table et vous dites... Je dirais d'où je parle. Ça, c'est une expression qu'on avait un peu oubliée. Alors, cet avant-propos condense en quelques paragraphes à la fois une méthode, une déclaration d'intention, et je dirais même une mise en garde au lecteur, ou un pacte avec le lecteur, et peut-être un pacte avec vous-même. C'est-à-dire, vos histoires, vos secrets, vos lubies, vos névroses, votre caractère, importe peu. Donc, surtout pas de psychologisation. Alors, Alain Finkielkraut, à la première personne, pourquoi maintenant et pourquoi sous cette forme-là? Alors, je vais essayer, Francesca Isidori, de répondre très précisément, très sincèrement à vos 2 questions. Pourquoi maintenant? Il y a sans doute une part de nécessité dans ce qu'on fait, mais aussi une part d'aléa ou de hasard. Ce livre, en réalité, est une commande. Les éditions Gallimard m'ont proposé de publier une sélection de mes essais dans leur très belle collection Quarto, et Rana Levi m'a demandé de faire une longue préface. Et c'est devenu un livre. C'est devenu un livre, mais à sa demande. Et j'ai eu beaucoup de peine à l'écrire, car il n'est pas facile de savoir ce qu'on pense, contrairement à la croyance générale, et aussi parce que je n'aime pas trop me retourner et regarder en arrière ou relire ce que j'ai fait. Et j'ai d'ailleurs eu une assez longue panne, car après le premier chapitre, je me suis dit, eh bien maintenant, je vais être obligé de résumer un certain nombre de mes livres. Alors voilà, je vais résumer La défaite de la pensée, etc., etc. J'ai trouvé cette perspective absurde et complètement paralysante. Donc il m'a fallu un certain temps pour retracer mon itinéraire sans me répéter. Je n'ai pas choisi la voie de l'autobiographie traditionnelle,
Ce n'est pas mon genre, si vous voulez. Et puis, je ne voulais pas non plus que donner l'occasion de rabattre ma pensée, si j'en ai une, sur mon caractère, sur ma psychologie. Non, j'essaye de rechercher la vérité, de dire ce qui me semble vrai, et la vérité, le vrai qui m'importe, c'est le vrai du réel. Voilà. Retracer mon parcours sans aucun doute, mais pas donner l'occasion de dire que tout ça procède d'une subjectivité particulière. Vous avez dit que c'est un livre bref. J'ai mis du temps à l'écrire, et d'ailleurs, dans sa première version, il était plus bref encore. Pendant 6 mois, 1 an, j'ai ajouté des phrases, des mots, des paragraphes. Alors, j'ai essayé d'obéir à une esthétique et à une morale de l'essentiel. D'ailleurs, je le signale un peu dans le livre, lorsque je cite Conrad. Toute œuvre littéraire qui aspire, si humblement que ce soit, à la qualité artistique, doit justifier son existence à chaque ligne. Alors, ai-je écrit une œuvre littéraire au sens de Conrad? Je n'en sais rien. Je sais que je m'efforce d'obéir à ce commandement dans le registre de l'essai. Vous savez, moi je lis toujours le crayon, même le stylo à la main. Le stylo, c'est assez dégoûtant. Et j'aime particulièrement d'ailleurs souligner les trop beaux volumes de la Pléiade. Là, je mets toujours mon stylo et je souligne. Et vraiment, ça ne se fait pas. Mais c'est-à-dire que j'aime les livres, mais je n'ai pas du tout un tempérament de bibliophile. Je ne fétichise pas les objets. Il me semble que justement souligner des livres, c'est aussi leur rendre hommage. Et il y a un livre que j'ai presque toujours ouvert devant moi. Enfin, c'est Difficile liberté de Lévinas. J'ai souligné, à chaque lecture, je trouve une nouvelle phrase, un nouveau paragraphe à souligner. Et donc, je vais bientôt arriver au moment où j'aurai tout souligné. Et mon rêve, c'est d'écrire un livre dont le lecteur soulignera chaque phrase. Donc je ne suis évidemment pas sûr de pouvoir l'exaucer, mais c'est dans cet esprit que j'ai écrit à la première personne. Alors écoutez, moi j'ai presque souligné chaque phrase, Ah bon. mais les épreuves et pas le livre. Donc le livre qui est là n'a pas la moindre trace de stylo. Alors, vous dites que, enfin, on comprend d'ailleurs en lisant ce livre que le moteur et le but de votre manière d'être au monde, but déclaré en tant qu'intellectuel, en tant qu'homme, c'est l'élucidation du réel, des événements, l'intelligence des choses. Et vous citez Kierkegaard, qui dit « penser, c'est une chose ». Exister dans ce qu'on pense est autre chose. Et je réécoutais il y a quelques jours votre émission avec Starobinsky, où vous, je ne sais plus, citait cette phrase de Juvénal reprise par Rousseau, consacrer sa vie à la vérité, en latin, vita impendere vero. Consacrer sa vie à la vérité. Alors, c'est une promesse qui engage une vie, qui engage une existence, mais quelle garantie avez-vous, même en écartant l'autobiographie, quelle garantie avez-vous de ne pas tomber dans une vérité purement subjective? Aucune. Aucune. Donc je ne dis pas, je cherche la vérité, mais je n'énonce pas la vérité. Je dis ce qui me semble vrai. Voilà. Et la vérité, si vous voulez, la philosophie classique, la métaphysique, c'était la réponse à la question « qu'est-ce que ?» Et puis, la philosophie est devenue, avec Hegel, Auguste Comte, philosophie de l'histoire. C'est dans l'histoire qu'on a voulu chercher le vrai. Et on a élaboré des philosophies de l'histoire, la plus notoire, la plus récente, celle qui nous a, qui a beaucoup marqué
les gens de ma génération et les gens des générations antérieures, c'était le marxisme. Mais aujourd'hui, précisément, on a le sentiment que l'histoire échappe à ça ou à ces philosophies. Ce qui fait, et je le dis dans le livre, que pour moi, la question philosophique majeure, enfin il y en a d'autres bien sûr, celle en tout cas que je m'oppose à chaque instant, c'est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que il arrive des événements qu'on a du mal à ranger dans des catégories, et notamment dans celles de la philosophie de l'histoire ou des sciences sociales qui en sont largement issues. Voilà le travail auquel je m'attelle. Parce que pour moi, c'est une obsession, c'est une hantise. Je suis affecté par les événements. C'est dans cette mesure que je peux dire que j'existe en ce que je pense. Je n'ai pas simplement des opinions. Les événements m'affectent, me perturbent, me troublent, m'obsèdent, et la réflexion naît du choc qu'ils provoquent en moi. Et donc, tout mon travail consiste à répondre à cette question qui ne me quitte pas. Cette question que vous appelez la question de tous les dangers. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, Oui. il me semble qu'on peut l'entendre au moins de deux manières. Qu'est-ce qui se passe dans le sens de une manière diffuse, quelque chose qu'on n'arrive pas à très bien saisir, précisément saisir, mais qui est un peu l'atmosphère, le climat d'une époque dont on peut saisir des signes, des symptômes et les analyser. Et puis une autre manière d'entendre qu'est-ce qui se passe avec, dans le sens de l'irruption d'un événement qui fait irruption et qui détourne, qui bouleverse le parcours plus ou moins régulier du monde. Voilà. Alors, en tant qu'intellectuel, que philosophe, mais aussi comme des médias, comment vous envisagez ou vous dévisagez, comment vous faites face à l'événement irruption, rupture? Alors, autant être concret. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous donner 3 réponses qui, évidemment, ne visent pas à l'exhaustivité. Il se passe un choc de civilisation, il se passe un ressurgissement de l'antisémitisme sous une forme tout à fait inattendue, et ce qui se passe également, c'est la dévastation de la terre et la destruction de la beauté, avec, hélas, la complicité active de l'écologie officielle. Voilà 3 registres d'événements. Et quand vous dites la question de tous les dangers, c'est précisément des réalités que une certaine partie de l'opinion ne veut pas voir. Et vous vous mettez dans une situation délicate quand vous la nommez. On ne veut pas la voir, vous dites ça existe, et c'est là que viennent les épithètes dont il m'arrive d'être affublé et sur lesquels j'essaye de m'expliquer dans ce livre, notamment réactionnaire et raciste. Bon, mais pourquoi ? Parce que dans une vision du monde très répandue, l'humanité se divise entre dominant et dominé. C'est une continuation, si vous voulez, du marxisme, et cette façon de voir prévaut, j'allais dire sévit, dans les sciences sociales, qui sont devenues aujourd'hui critiques de la domination. Mais tout ce qui contrevient à cette imagerie est mis à l'index, récusé, et donc le déni règne. J'ai cité
ce matin, j'étais invité à France Culture, le livre de Gérard Noiriel, un historien qui a écrit contre Éric Zemmour, parlant même de délinquance de la pensée, et qui l'a comparé à Drummond, en faisant le parallèle très répandu dans une partie de la gauche entre ce qu'ils appellent l'islamophobie et l'antisémitisme. Drummond déteste les juifs comme Zemmour est supposé détester les musulmans, et je suis victime de la même accusation, la même réprobation. D'ailleurs, Zemmour-Finkielkraut, c'est devenu un syntagme dans les listes noires. Ça se dit d'un seul souffle. Donc, mais pour pouvoir dire cela, pour pouvoir énoncer un propos et procéder à ce type de parallèle, d'analogie, eh bien, il faut passer sous silence ce fait pourtant massif de l'antisémitisme musulman. Parce que si l'antisémitisme musulman existe, alors le parallèle entre l'islamophobie d'aujourd'hui et l'antisémitisme d'hier s'effondre. Donc, il y a une... Proust disait « Les faits ne pénètrent pas dans le monde où règnent nos croyances. » Et le problème d'aujourd'hui, c'est que la croyance revêt les oripeaux de la science. C'est une science qui vous dit que la réalité, c'est la division entre dominant et dominé, et qui récuse d'avance tous les faits contredisant cette division originelle. Et c'est la science qui vous dit, ben voilà, vous parlez d'insécurité culturelle, en fait, il n'y a qu'une insécurité culturelle des Français qui ne se sentent pas chez eux en France, puisqu'on nous dit maintenant que 64%, par exemple, des Français se sentent moins chez eux en France qu'il y a encore quelques décennies. En fait, tout cela cache une insécurité économique, et cette insécurité économique frappe les classes populaires, quelles qu'elles soient, que ce soit les classes populaires de la France périphérique ou les classes populaires des quartiers sensibles, comme on dit. Et donc, le problème est économique, la solution est économique, le reste n'existe pas. Mais le reste, c'est précisément cette réapparition de l'antisémitisme, et c'est aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure un véritable choc de civilisation. Mais une croyance fondée sur la science, notamment la science économique, ne veut pas le voir, et vous êtes puni quand vous vous obstinez à voir ce que vous voyez. Alors, je soulèverai une objection à Finkielkraut-Zemmour dans un seul souffle. Je ne l'entends pas. C'est pas moi qui le dis. Hein. Je ne sais pas qui le dit. En tout cas, pour ma part, je ne l'entends pas non, comme mais tout ça. Le monde, toute la gauche bien pensante le dit. Qu'on a, Non, mais attendez, mais cette objection, je la fais moi-même. Je lui ai faite. Je lui ai reproché assez vivement, notamment dans La seule exactitude, ses positions antiféministes et même, à mes yeux, antiféminines, que j'ai trouvées complètement ridicules. Il ne s'agit pas ici du néo-féminisme, qui est une toute autre question. Il s'agissait de sa nostalgie de la femme au foyer. Et je lui ai reproché plus vivement encore je dirais pas son apologie, mais sa réhabilitation partielle du maréchal Pétain. Il a voulu rééditer, remettre au goût du jour la thèse fameuse de Robert Héron de l'épée et du bouclier. J'ai pensé que c'était désastreux, et je lui ai dit à France Culture, je dis que cet amalgame est fait. Cet amalgame est fait toujours. Il n'y a pas une liste noire. Ces listes noires qui ont commencé avec, malheureusement, le livre de Neil Lindenberg en 2002, Le rappel à l'ordre. Eh bien, il n'y a pas une liste noire où nos deux noms ne soient pas accolés. Voilà, c'est tout. Mais je proteste évidemment contre cette identification qui ne correspond à rien, mais en même temps,
je ne peux pas laisser parler de délinquance de la pensée, parce que c'est la liberté de penser en général, et donc la mienne en particulier, qui sont menacées par une telle expression. Alors, j'ai envie de vous poser cette question, parce que vous écrivez, vous dites je cherche les mots les plus justes pour rendre compte d'une manière d'être au monde dont le monde, dont notre époque ne tient pas compte. Et quand vous trouvez une incompréhension, enfin au bas mot, une incompréhension, est-ce que vous vous dites que vous avez échoué à trouver les mots justes, ou est-ce que vous vous dites que notre époque est telle que non seulement elle ne peut pas prendre en compte une certaine manière d'être, mais qu'elle ne peut même pas entendre? Je ne dirais pas une chose aussi vaste que notre époque. Notre époque, fort heureusement, est divisée. Oui, vous avez raison. Donc, il y a ceux qui écoutent et ceux, en effet, qui ne veulent pas entendre ou voir. Je crois que le phénomène de l'aveuglement volontaire, qui a existé très fort au temps du communisme, n'a pas disparu avec lui. Je crois qu'il y a des gens qui tiennent davantage, qui tiennent plus que tout à leurs croyances, et qui sont prêts pour cela à éliminer une vérité séditieuse. Je crois d'ailleurs qu'il faudrait faire une nouvelle analyse du fact-checking. Le fact-checking d'une partie de la presse, c'est une procédure de sélection des faits et des événements. C'est-à-dire, on retient les faits qui confortent la thèse générale, et ceux qui se présentent autrement, ceux qui ne sont pas propres sur eux, si vous voulez, eh bien, c'est comme dans un club, c'est comme dans une boîte sélecte, on les renvoie, on les annule, on les censure. C'est ça, la vérité du fact-checking d'aujourd'hui. Donc, évidemment, il faut beaucoup d'obstination pour combattre ce phénomène, mais c'est une obstination récompensée parce que je crois qu'il y a, dans notre époque, beaucoup de gens que le politiquement correct fatigue et qui sont reconnaissants à ceux qui ne se laissent pas intimider, ceux qui résistent à cette façon de voir et de faire. Milan Kundera, à qui vous dédiez le livre, par ailleurs, votre livre à la première personne. Milan Kundera vous a défini, peut-être il a eu d'autres définitions de vous, mais entre autres celle-ci, l'homme qui ne sait pas ne pas réagir. Alors, on connaît votre fougue, on connaît votre fébrilité, parfois. Là, pour ce soir, là, pour l'instant, ça va. Mais en tout cas, on connaît votre goût de monter au filet, quitte à rester prisonnier, d'ailleurs, du filet. Alors, je ne vais pas poser une question psychologisante du style « qu'est-ce qui fait que vous êtes si réactif, parfois survolté ?» Mais je vais accoler à cette définition de Kundera autre chose qui est votre amour pour les vaches. Ce n'est un secret pour personne. Elles ne réagissent pas beaucoup, les vaches. Non, mais elles ruminent. Ah oui. Alors, j'aime énormément ce que vous dites à propos des vaches. Ce sont des bêtes paisibles, innocentes, pas bêcheuses. J'adore ce pas bêcheuses. Alors, elles ont un point commun avec vous. Je ne sais pas si vous êtes innocent, pas bêcheur, etc. En tout cas, un point commun, c'est qu'elles ruminent précisément. Et ça n'a rien d'insultant, je ne me permettrai pas, évidemment. Ruminer, ça veut dire retourner à reprendre, recommencer, prendre le temps de réfléchir. Mais la question que je vais vous poser, comment être à la fois celui qui rumine et celui qui ne sait pas ne pas réagir? Oui, c'est une vraie question. Ça doit être votre dilemme. Non, c'est pas forcément un dilemme, si vous voulez, parce que c'est pas moi qui aime la provocation, mais c'est souvent la réalité qui me provoque. Et donc je réagis. Et cette réaction aussi m'aide à penser mieux. Et donc, pensant mieux, à ce moment-là, je me mets à ruminer à partir de cette réaction. En effet,
Pour les vaches, c'est un peu une métaphore, elles ruminent. C'est vrai, parce que les vaches, c'est ce que j'aime en elles. Les gens disent maintenant il faut aimer les bêtes parce qu'elles savent presque faire la même chose que les hommes. Alors, il y a des singes qui jouent mieux au Rubik's Cube que n'importe lequel d'entre nous, mais ça, je m'en fous. Que les bêtes soient bêtes, ça ne me gêne pas du tout. Et les vaches, c'est merveilleusement bête. Donc, voilà, il faut les accepter pour ce qu'elles sont, les aimer pour ce qu'elles sont. Bon, je termine avec ma petite parenthèse sur bovine. Et écoutez, je vais vous donner l'exemple. Un exemple. L'homme qui ne sait pas ne pas réagir. Cette phrase de Kundera m'a beaucoup ému. Ce matin, donc, je passais à France Culture. Et puis, il m'a été posé une question sur êtes-vous réactionnaire? Qu'est-ce que très réactionnaire? Qu'est-ce que très réactionnaire? Donc, j'ai parlé de Zemmour. J'ai même parlé du Monde, puisque c'est dans le Monde que le mot délinquance de la pensée, le mot délinquance était un très grand caractère et caractère gras en plus. J'ai dit à ce moment-là que le Monde voulait préserver son indépendance face à ce mania tchèque qui cherchait à s'en emparer et que j'approuvais absolument cette aspiration. Et d'ailleurs, beaucoup d'intellectuels ont signé justement pour défendre l'indépendance des journalistes, mais que je n'avais pas signé. J'ai dit que je n'avais pas signé parce que s'il y a une délinquance de la pensée, ça veut dire qu'il y a une police de la pensée, et si la liberté pour le Monde, ça consiste à faire la police, c'est donc une menace pour la liberté. Voilà. J'ai dit ça, et puis j'ai même parlé que l'indépendance ne garantissait pas contre le sectarisme et l'hyperpolitisation, et j'ai parlé de la justice, et j'ai donc parlé d'affaire Balkany. Donc je ne m'étais pas contenté de nommer Zemmour, j'ai même nommé Balkany, dont je n'ai jamais nié qu'il était un voyou, mais dont j'ai pensé qu'en effet, le mandat de dépôt ne se justifiait en rien. C'était une attitude justicière de la justice qui, précisément, n'est pas aux ordres du pouvoir, mais qui n'en est pas moins inquiétante pour autant. Et j'ai des personnes qui pensent à moi, qui pensent à mon intérêt, et qui m'ont dit, mais essayez de me dire pourquoi m'étais-je aventuré sur ce terrain plutôt que de parler de mon livre. D'ailleurs, je me demande, moi aussi, pourquoi... Alors, justement, je réfléchissais à tout cela. Je me disais, mais peut-être que j'ai tort, je ne sais pas ne pas réagir. Et finalement, je me mets dans un mauvais cas. J'antagonise des gens qui, comme je parle à la première personne, ont vraiment envie de me trouver gentil. Et voilà, tout d'un coup, que je leur balance Balkany. Comme si j'étais un ami du maire de Levallois. Donc, j'ouvre l'un de mes trop nombreux cahiers de citations, parce que c'est tellement nombreux que j'arrive pas à retrouver les citations. Mais là, justement, il y en a une qui me saute aux yeux. Peggy. Je n'aime à dire que les choses que l'on est censé ne pas dire. Et là, je me suis dit, pour moi, Peggy, c'est pas seulement un auteur admirable, c'est un ami, un frère, qui est toujours là quand on l'appelle, et dont j'aspire à être digne. Oui, c'est vrai, je n'aime à dire que les choses que l'on est censé ne pas dire, non pas par goût du paradoxe ou de la provocation, mais parce que ces choses-là me paraissent justement d'une importance capitale, que je ne veux pas laisser l'opinion s'abandonner à ses réflexes, à sa spontanéité, à ses facilités et à ses exclusives imbéciles. Voilà. Donc, c'est en cela, oui, que j'accepte, je reprends à mon compte la phrase de Kundera. Mais la phrase de Kundera, non pas corrigée, mais éclairée par Peggy, je n'aime à dire que les choses que l'on est censé ne pas dire. Alors, moi, je reviens à la rumination. Qui a priori est un exercice plutôt solitaire, individuel. Mais vous dites, plus on rumine et plus on dialogue. Alors, ce mot de dialogue est un mot qui, pour moi, est présent d'un bout à l'autre de ce livre, même quand il n'est pas explicitement nommé, même quand il... Mais
vous êtes dans une constante recherche d'interlocuteurs, de répliques, précisément. Il me semble. Je vous imagine même lecteur, lecture silencieuse, je vous imagine de temps en temps réagir et parler avec l'auteur que vous lisez, etc. Et alors, j'ai trouvé cette citation, enfin cet extrait de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, et il écrit « Contre l'illusion d'optique, l'hallucination, le rêve éveillé, le fantasme, le délire, le trouble de l'audition, le rempart le plus sûr, c'est notre frère, notre voisin, notre ami ou notre ennemi, mais quelqu'un, grand Dieu, quelqu'un. » Oui. Donc, j'ai l'impression que vous aussi, vous êtes dans cette disposition d'un Robinson qui se dit à tout prendre, même un ennemi, mais quelqu'un. Oui, bien sûr. Il y a cette phrase d'un grand penseur colombien, Nicolas Gómez Dávila, une sorte de Sioran d'Amérique du Sud. Il dit cette chose très belle: l'homme ne possède pas son intelligence est en visite chez lui. Et moi, j'ai traverse des périodes d'hébétude, de prostration. Rien ne me vient. Donc j'ai besoin, je parlais de choc tout à l'heure, et j'ai besoin qu'il arrive des choses, qu'il m'arrive quelque chose, et j'ai besoin aussi des gens, j'ai besoin des autres pour penser. Des autres, et parfois donc de la confrontation, de l'adversité, et donc des adversaires. J'ajoute que je ne crois pas que l'on pense par soi-même de soi-même. J'ai commencé à penser par moi-même après 68, qui a été un moment lyrique et aussi grégaire. On n'imitait plus les vieux, mais on s'imitait les uns les autres, avec délectation. Donc je faisais comme tout le monde. Je manifestais comme tout le monde, je m'indignais comme tout le monde, je me révoltais comme on se révoltait. Et puis, peu à peu, je me suis arraché à la gangue générationnelle, mais pas tout seul. Pas comme le baron de Munchausen qui se tire lui-même de la mare où il est tombé par les cheveux, grâce à des rencontres, grâce à des lectures. C'est Proust aussi qui définissait la lecture comme une conversation. Et si, en effet, je dédie à la première personne à Milan Kundera, c'est que la rencontre de Kundera a joué un rôle immense dans ma vie. La première rencontre était avec ses livres. J'ai lu, comme beaucoup de gens de ma génération, La plaisanterie au moment de sa parution. Et ça, c'est quand même ce qu'on peut porter au crédit du gauchisme. On était ridicules dans nos slogans, etc. Mais on n'était pas dupes du communisme réel. Et donc, la plaisanterie, on l'a lu. On l'a lu tout de suite. Alors, ce qu'on en a compris, je ne sais pas. Mais ça a été un choc pour la plupart d'entre nous. Et à partir de la plaisanterie, j'ai suivi Kundera. J'ai lu La vie est ailleurs, j'ai lu La valse aux adieux, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué et influencé, le livre du Riri de l'oubli. Et il se trouve que j'ai participé à la fin des années 70 à la création d'un petit collectif autour de Michel Foucault qui s'appelait Reportage d'idées. Reportage d'idées, c'est-à-dire Foucault voulait qu'on aille enquêter sur les idées à l'état naissant. Donc j'ai fait un reportage sur les libéraux libertariens aux États-Unis. J'ai fait un reportage avec Benny Lévy sur la paix avec l'Égypte. C'était en 1980, c'est-à-dire la paix, la normalisation. Y avait-il une logique de paix entre Égyptiens et Israéliens? Et un jour, j'ai dit à Foucault que je souhaitais rencontrer Kundera pour faire une interview. Foucault a dit oui. Et au contraire, il a même été enthousiaste. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé. Ça n'a pas été facile.
sa femme a tardé à décrocher, mais après plusieurs tentatives, j'ai réussi à le voir. Nous avons fait cet entretien. Une amitié est née, une amitié à laquelle je tiens beaucoup, parce que c'est un immense romancier, mais il m'a fait découvrir que le roman, à l'égal de la philosophie, pense le monde. Et j'ai une dette immense aussi à l'égard d'un article qu'il a écrit en 1983, Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale, car cette tragédie, il ne l'analyse pas, seulement en termes politiques. Nous, dans ces années-là, nous n'avions plus aucune illusion sur le totalitarisme, c'est-à-dire qu'à l'opposition capitalisme-communisme, nous avions substitué l'opposition démocratie-totalitarisme. Ainsi, voilà, ainsi pensaient les nouveaux philosophes, ainsi pensaient également, de manière peut-être plus approfondie, Castoriadis et Claude Lefort. Mais Kundera introduisait une autre dimension, un Occident kidnappé. Donc cette tragédie, c'était une tragédie civilisationnelle. La Russie soviétique, c'était aussi la Russie. Et c'était une civilisation qui tendait à s'emparer d'une autre, à la capturer, à la kidnapper. Et un Occident kidnappé, pour nous, c'était une surprise, parce que l'Occident, enfin, on sortait de la guerre au Vietnam, l'Occident, c'était la puissance, c'était l'exercice de la force. Qu'il puisse y avoir un Occident faible, nous n'en croyons pas nos yeux. Donc, toute ma vision du monde en a été modifiée, et c'est chez Kundera que j'ai découvert la force du mot identité. Je savais bien qu'il y avait une identité juive, qu'il disait de bon ton, notamment chez les juifs laïcs, de se demander ce que c'était. Alors on pouvait s'interroger à l'infini sur l'identité juive, mais le mot identité n'avait pas cours ailleurs. Hein. Bon, et bien tout d'un coup, si il y avait l'identité européenne et l'identité nationale également menacées en Europe centrale. Et il parlait justement des nations d'Europe centrale comme des petites nations, non pas des nations petites seulement par la taille, mais petites existentiellement, parce que leur existence est en question, parce qu'elles sont fragiles. Il rappelait le premier vers de l'hymne polonais, incompréhensible pour un Anglais, un Français ou un Espagnol, la Pologne n'a pas encore péri. La Pologne n'a pas encore péri. Donc tout d'un coup, là, je me suis dit, il y a quelque chose à penser à partir de là. Et on m'a reproché à moi-même de reprendre à mon compte le mot d'identité, comme si j'allais sur les terres de l'extrême droite. Hein, il y a même un critique qui, dans le journal Le Monde, a dit qu'on ne peut pas penser une appartenance non moisie, un nous sans un eux exclu, et, tenez-vous bien, une patrie charnelle sans charnier universel. Dans le charnier universel auquel ce critique pensait, les 9/10 de ma famille ont péri. Et voilà ce que je recevais au moment d'identité malheureuse. Or, ce terme d'identité, dans le sens où je l'employais, je ne suis évidemment pas allé le chercher chez Maurras ou chez Barrès, je ne crois même pas d'ailleurs qu'il apparaisse, mais c'est précisément chez Kundera. Il y a une filiation très claire, et je pense aujourd'hui que la France est en train de devenir une petite nation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assurée de persévérer dans son être. Elle ne sait pas si demain, après-demain, à l'échéance d'un siècle, elle sera encore la France. Donc, toute cette terminologie, je l'ai employée à mon tour, mais encore une fois, dans le sillage de Kundera. Alors, précisément, je voulais qu'on parle de l'importance de la pensée dissidente de l'Europe, qu'à l'époque on appelait l'Europe de l'Est, évidemment, les dissidents, et Kundera, entre autres, parlait de l'Europe centrale, à juste titre. On a appris récemment la mort de György Konrad, l'une des grandes figures de la dissidence hongroise. Et j'aimerais
qu'on reste un moment sur cet héritage de la dissidence. Kundera, en parlant de l'Europe centrale, il disait, avec son humour, il disait quelque part là derrière. C'était à peu près ça pour nous ici, quelque part là derrière. Mais il disait aussi que l'Europe centrale a été, après Yalta, géographiquement au centre, politiquement à l'est, culturellement à l'ouest. Alors, j'ai revu, il y a quelques jours, un documentaire qui s'intitule « Transparence à l'est » de Charles Hubert de Brandt. Est-ce que vous vous souvenez de ce voyage? Dedans, non? Mais oui, vous étiez dedans. Oui, en 83. Oui. En 83. Oui, oui. Et oui, vous êtes dedans. Et vous rencontrez un certain nombre d'écrivains hongrois. Il y a Esterházy, il y a Péter Esterházy, il y a Péter Nádas. Et vous leur adressez des propos, enfin, vous manifestez votre intérêt avec une telle ferveur, vous manifestez une telle attente de cette rencontre, et qui sont presque incrédules. Ils sont perplexes, ils ont du mal à vous croire. Ils ont du mal à croire que le sort de l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, pour eux, puisse passionner des intellectuels venus de l'autre côté du rideau de fer. Et il y en a un qui vous dit, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas encore d'un nouveau gadget venu de l'Ouest? Cet intérêt, cette ferveur. Alors, il faut dire que cette méfiance était peut-être compréhensible en 1956. Ben oui, non, mais c'est peut-être aussi... L'Europe occidentale n'a pas fait grand-chose. Oui, mais aussi, en 83, j'étais tout plein des idées de Kundera et j'avais peut-être tendance à la répéter comme un perroquet. Et donc, eux, ils étaient étonnés, ils ne savaient pas quoi penser, ils étaient gênés. Et moi, peut-être aussi parce que ça leur paraissait comme un intérêt tout neuf. Donc moi, j'ai vu le film au moment d'une projection privée, et je dois dire que je me suis senti un peu confus. Je me disais, mon zèle avait peut-être quelque chose de ridicule. En revanche, je crois en effet que le destin de l'Europe centrale aurait dû compter beaucoup plus qu'il n'a compté, et son histoire devrait aujourd'hui nous inspirer, alors qu'elle ne le fait pas. L'Europe centrale, à cause de Babiš, d'Orban notamment, et du gouvernement polonais, dirigé en sous-main par Kaczynski, l'Europe centrale est devenue un repoussoir. Et nous ignorons que l'Europe occidentale et la France en particulier sont devenus un repoussoir pour l'Europe centrale. C'était un phare, la France, c'était un exemple, c'était un modèle. Mais moi, je sais par exemple qu'un ancien collaborateur de Václav Havel a dit, non, il ne s'agit pas d'Orban, il ne s'agit pas de Babiš, a dit qu'il ne faut pas que Brno, Brno c'est la deuxième ville tchèque, la ville de naissance de Kundera, au demeurant, il ne voulait pas que Brno devint la Marseille de l'Europe centrale. Tout sauf Marseille. Voilà ce qu'ils disent. C'est la raison essentielle de leur attitude vis-à-vis des migrants. Et si en effet la politique d'Orban notamment a quelque chose de dangereusement illibéral, sur la question des migrants, il y a en Europe centrale un accord massif. Pourquoi? Parce que précisément, pour eux, l'Europe est avant toute chose une civilisation. Et que quand le mur est tombé, ils ont eu le sentiment et la fierté de rejoindre justement l'autre Europe, c'est-à-dire la civilisation européenne dont ils avaient été séparés. Et ils sont amenés à se rendre compte que l'Europe de l'Union européenne n'est pas une civilisation, mais une construction faite de normes, de procédures, ou dit-on aujourd'hui de valeurs. Et
on en a la preuve de ce malentendu. On en a eu la preuve tout récemment, lorsque la nouvelle présidente de la Commission européenne, qui s'appelle Ursula von der Leyen, a voulu donner au poste de la commissaire en charge des migrations l'intitulé suivant « Protection du mode de vie européen ». Le tollé a été général, avec deux arguments admirablement contradictoires. Un, le mode de vie européen n'a pas besoin d'être protégé, il se porte très bien. Deux, il n'y a pas de mode de vie européen. Il n'y a que des valeurs, et les valeurs, c'est l'hospitalité, la tolérance, l'ouverture, l'égalité. Or, il existe bien un mode de vie européen, comme il existe une civilisation européenne. Le mode de vie est partie prenante de cette civilisation. Nous ne sommes pas simplement des innovateurs qui fabriquons un objet politique nouveau, ni nation ni empire, l'Union européenne. Nous sommes aussi les héritiers et nous sommes comptables de cet héritage. Voilà ce que l'Europe de l'Ouest semble avoir oublié, alors que c'est ce que déjà disait l'Europe centrale au temps de la domination soviétique. Kundera le disait, Czesław Miłosz le disait, Václav Havel le disait. Nous n'avons pas entendu ces propos, et c'est dommage, parce que si nous nous comportions en héritiers de la civilisation européenne, nous serions beaucoup mieux armés pour critiquer les dérives effectivement illibérales des gouvernements polonais, hongrois, voire tchèques. Mais malheureusement, le malentendu persiste parce que la civilisation importe de moins en moins aux européistes. Ils sont enivrés par leurs valeurs et par leurs procédures. Patočka, que vous avez connu, je crois, en tout cas qui était parmi les signatures du premier numéro du Messager européen. Oui, mais je ne l'ai pas connu parce que Patočka est mort dans des conditions tragiques. Il était l'un des rédacteurs de la charte 77, une charte appelant à la démocratie, signée par un grand nombre d'intellectuels. Il a subi un interrogatoire policier très dur de 9 heures et il est mort d'une crise cardiaque après. C'est d'ailleurs pourquoi Elisabeth de Fontenay, dans le Messager européen, justement, le premier numéro, l'appelle notre Socrate. Il est mort, oui, il n'a pas absorbé la ciguë, mais il est mort, condamné à mort par le régime tchèque, et c'est un grand philosophe, disciple de Husserl et de Heidegger. Alors, si je cite le nom de Jan Patočka, c'est parce que je crois qu'il donne l'une des plus belles définitions de l'Europe, telle en tout cas qu'on aimerait la croire active, agissante. L'Europe, dit Patočka, c'est le continent de la vie interrogée. Est-ce qu'on peut dire encore ça de l'Europe ? Est-ce que c'est pour vous une définition à défendre ? Oui, bien sûr. Et on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si l'Europe est encore le continent de la vie interrogée. On peut se demander si la culture continue à jouer une place, si nous ne sommes pas en voie d'entrer dans une société post-culturelle. En effet, c'est une question qui me tourmente. Mais il faut aussi essayer accepter une définition plus concrète, plus charnelle de l'Europe. L'Europe, ce sont aussi des places. L'Europe, ce sont des monuments. L'Europe, ce sont des villes et des campagnes, si vous voulez. La campagne européenne n'a rien à voir avec la campagne américaine. Ce sont des campagnes extrêmement
variée, un rapport à la terre qui est spécifiquement européen. C'est tout cela aussi qu'il faut avoir en vue, tout ça qu'il faut savoir défendre. Et j'ai aimé, par exemple, oui, la circonstance était tragique, mais en 2015, après l'horrible attentat du Bataclan, le slogan qui est venu immédiatement aux lèvres, c'est « Nous sommes en terrasse ». Nous sommes en terrasse. La terrasse, c'est le lieu de la mixité heureuse, bien sûr. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'est pas négociable. C'est comme ça qu'on veut vivre en France. Mais la terrasse, oui. Et je me souviens, mais je ne saurais pas la citer exactement, d'une réflexion de Saul Bellow sur la beauté de Paris, justement, avec être à Paris sur une terrasse au crépuscule. Il trouve que c'est merveilleux. Voilà. Mais donc peut-être que c'est la vie interrogée qui a produit toutes ces choses. Mais il ne faut pas oublier ces choses, justement, au profit simplement d'une vision qui pourrait être trop abstraite. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que hors d'Europe, on se sent nécessairement européen. Parce que d'autres choses vous accueillent, mais ces choses ne sont pas là. Et que parfois, on est content de revenir en Europe. Ou on l'était, parce que ça change très vite. Alors, on a sauté le premier chapitre, c'est-à-dire le chapitre qui s'intitule « Le pathétique de l'amour », qui est 68. Vous avez fait une allusion, enfin, vous l'avez en quelque sorte expédié en disant, enfin, on était tous pareils, on était tous conformistes. Mais est-ce qu'il n'y a vraiment rien à sauver? De quoi? De 68. Peut-être que si. Si, peut-être que si. Non, mais écoutez, j'en sais rien. Alors, si, il y a peut-être à sauver, si vous voulez, c'est-à-dire Paris était vide de voitures, et donc on pouvait frayer avec le premier venu. Il n'y avait pas de trottinette non plus. La conversation était immédiate avec tout le monde. C'est la grande différence avec Nuit debout. Parce que Nuit debout, c'était sous cloche. Je veux dire, j'y suis allé, je me suis fait expulser, mais quand j'ai discuté avec les gens aux alentours, qui me reconnaissaient, qui me parlaient, je leur disais, vous savez, il m'est arrivé une mésaventure, je viens de virer de Nuit debout, et ils regardaient distraitement, on disait, mais ça n'existe pas, on s'en fout. Et c'était toute la place de République, parce que c'était un samedi, les gens allaient au café-théâtre, sortaient du restaurant, il y avait toute cette agitation-là, dans une indifférence totale à cette petite agora nocturne. On faisait comme ça pour manifester son accord avec l'orateur qui n'avait le droit de s'exprimer que 5 minutes. Donc là, 68, non. 68, effectivement, tout le monde parlait avec tout le monde tout le temps. Alors on a dit beaucoup de bêtises, il ne faut pas l'oublier. Et ce que je retiens de 68, je le répète, c'est l'écrasement du printemps de Prague et la parution de la plaisanterie de Kundera. Ça, c'était des vrais événements historiques. Et puis on ne parlait pas justement de vivre ensemble, mais on le pratiquait un peu plus. Oui, un peu plus, si vous voulez. Enfin, bien sûr. C'était peut-être éphémère. C'était un vivre ensemble qui d'ailleurs se savait éphémère. Bon, alors donc vous avez retenu de cette époque deux faits que vous venez de citer. Si on pense à votre parcours, 68, c'est aussi ce moment où vous prenez vos distances justement de votre tribu générationnelle, comme vous dites, et on peut dire que c'est la faute à Rousseau parce que vous publiez un article d'un critique qui s'intitule « Bêtises de Rousseau ». Ah non, mais dans « Bêtises de Rousseau », je dis beaucoup de bien de Rousseau. Non, mais quand je dis c'est la faute à Rousseau, évidemment c'est un peu ironique. Non, je veux dire par là que quand j'ai réfléchi plus avant à la constitution du progressisme, de la pensée progressisme, j'ai mis en valeur le rôle de Rousseau. Rousseau disant « Je hais la servitude comme la source de tous les maux du genre humain ».
ce qui ouvrait un champ illimité à la politique. Parce qu'il suffit d'éliminer la servitude, de réaliser l'égalité pour en finir avec le mal. Et tout d'un coup, la politique, ce n'est pas simplement justement la gestion de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, on l'appelle comme ça depuis que ça n'existe plus, et c'est maintenant l'éradication du mal. Donc, il y a une sorte d'hubris progressiste qui est née de Rousseau, lequel était par ailleurs le contempteur du progrès. C'est, si vous voulez, le paradoxe du progressisme contemporain. Mais bêtise de Rousseau, c'est autre chose. C'est effectivement la timidité de Rousseau. Le mot bêtise revient très souvent dans les confessions. Et je suis revenu à ce premier texte parce que, oui, Rousseau a des petites aventures amoureuses qui ne sont pas glorieuses. Et même à l'époque, le surmoi était libertin, si vous voulez. Sur moi, ce n'était pas la vertu, c'était le libertinage. Et face au libertin, il avait l'air de rien avec ses petites histoires. Mais en même temps, il les justifiait. Il disait qu'il avait peut-être pris plus de plaisir que d'autres. Et donc, il donnait de la volupté une image qui n'entrait pas, si vous voulez, dans le récit canonique du désir et de la jouissance. C'est ça qui m'a intéressé chez Rousseau. Et c'est en effet avec ce bagage et un peu d'autres que j'ai écrit en compagnie de Pascal Bruckner Le nouveau désordre amoureux, où nous en prenions à l'idéologie 68ard de la révolution et de la libération sexuelle pour faire droit à une autre idée de la volupté. Voilà. Vous opposiez à un Eros modèle 68 un autre type de volupté, d'Eros justement. Oui. Et vous dites de ce livre coécrit avec Pascal Bruckner, donc Le nouveau désordre amoureux, que c'était un livre lévinassien. Oui. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai découvert Lévinas. Je connaissais un peu les lectures talmudiques, mais un jour, je suis allé dans une librairie, c'était l'été venait, et je voulais une belle lecture de vacances. Et pour moi, une belle lecture de vacances, c'est pas forcément un roman d'Harold Coben, c'est pas forcément un roman distrayant. J'aimais plutôt lire en vacances quelque chose qui me donne infiniment à penser. Et je cherchais depuis longtemps un philosophe. Et tout d'un coup, je vois ce livre relié en bleu, Martinus Nioff, Totalité infinie, et un mot me frappe, visage. Tout d'un coup, le visage, c'est le concept central de Totalité infinie. Donc, je m'empare de ce livre et je le lis le cœur battant en 3 jours. Parce que Lévinas nous parle d'éthique, mais derrière l'éthique, il nous parle aussi d'amour. C'est la gravité éthique de Lévinas que tout le monde reconnaît aujourd'hui. À l'époque, c'était un penseur très marginal. C'était 74, 75. Eh bien, sa gravité éthique masque, si vous voulez, le caractère érotique de sa pensée. La Totalité infinie, livre difficile, dessine une véritable carte du tendre. Il décrit la volupté dont il parle textuellement comme une forme de révélation. Il y a une connaissance qui est dévoilement, il y a une connaissance qui est révélation, c'est-à-dire accès à la transcendance de l'autre. Et la caresse, justement, touche ce qui ne cesse d'échapper à sa forme. Voilà. Et tout cela m'a beaucoup importé. Et c'est évidemment, si vous voulez, Lévinas que j'ai apporté dans ma corbeille de noces avec Pascal Bruckner. Alors, il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais vous entendre, mais je prends celle-ci. Vous dites à un moment donné, à la première personne, que vous ne vous êtes jamais reconnu dans le statut d'écrivain. Vous dites, j'ai plusieurs livres à mon actif, mais ce je-là est un autre. Alors, d'abord, j'aimerais peut-être que vous nous en disiez davantage sur ce je est un autre, sur cette impossibilité de vous sentir solidement écrivain. Mais j'ajoute encore cette citation de vous. « Mon passé ne me constitue pas, il me toise. Je suis un panier percé, rien ne me remplit d'être, rien ne me protège,
rien ne me rassure, rien ne vient combler le néant qu'aujourd'hui je suis. Voilà, c'est une des phrases qui m'ont le plus frappée, émue dans ce livre dont j'ai dit au début à quel point il est vif, incisif et il ne se permet aucune émotion, je disais, un cœur intelligent, mais là on sent qu'il y a quelque chose. Et tout à coup, c'est un aveu, mais je ne sais pas de quoi. Alors, je termine par rapport à cette difficulté à vous reconnaître au moment où vous entamez un livre, où vous allez écrire, à vous reconnaître une légitimité peut-être d'écrivain. Je vais vous apporter un soutien de poids. C'est Dante qui écrit dans le 13e chant du paradis, l'artiste qui a l'usage de l'art a la main qui tremble. Écoutez, je trouve en effet ce parrainage écrasant et éblouissant à la fois. Alors, sur l'émotion, non. J'ai voulu écrire un livre rempli d'émotions. C'est mon aspiration depuis que j'écris des essais. Je ne veux pas que l'émotion soit l'apanage du roman ou de la poésie. Je fais tout pour introduire de l'émotion dans l'essai. D'autant plus que c'est à partir des émotions que je réfléchis. Je cite souvent cette phrase de Proust, « Les idées sont des succédanées des chagrins ». Donc, voilà. L'émotion est là. Pour ce qui est de cet aveu dont vous parlez, ben oui, c'est ma constitution. Moi, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Mais ce n'est pas pour autant que j'écrirai après. Et quand je dis mon passé me toise, c'est qu'en effet, quand je n'ai pas d'idée, quand je pense que c'est terminé, que voilà, c'est certainement pas en me retournant vers un livre écrit que je vais trouver du réconfort. Au contraire, je me dis, ben oui, on ne peut pas être et avoir été. Voilà, c'est tout. Et donc les livres que j'ai écrits, évidemment, me plongent dans une véritable dépression. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des écrivains qui se sentent écrivains, voilà, et qui n'hésitent pas à assumer cette identité parce que pour eux, elle est substantielle, elle ne l'est pas pour moi. Chaque livre m'apparaît depuis le premier, comme mon dernier livre. Donc je ne me constitue pas une œuvre en disant voilà, je vais parler de ci, parler de ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc, c'est d'ailleurs aussi même pour cela que je n'ai même pas approché la profession de journaliste. Là, j'ai effectivement accepté une commande, mais je suis terrorisé par les commandes. On me demande un article, il m'arrive de le faire, mais j'aime pas ça. Je commence à avoir peur, je vais de long en large dans mon bureau, et quand mon bureau est trop petit, dans mon appartement, etc. Je me gratte la tête, me dis que je ne vais pas y arriver, et c'était comme ça au début, et cette angoisse ne m'a pas quitté. Il y a des livres que j'ai écrits avec une relative sérénité, d'autres qui m'ont donné beaucoup plus de peine, d'autres pour qui j'ai connu de véritables pannes, mais disons, pour moi, l'écriture n'est jamais allée de soi. Elle n'a jamais été un jaillissement spontané. Alors ce néant aussi, cela étant, le néant qu'aujourd'hui je suis, c'est la définition par Sartre de la liberté. Il dit, la liberté c'est le néant, c'est ce qui vous sépare de votre propre passé. Voilà pourquoi d'ailleurs la liberté, dit Sartre, s'éprouve dans l'angoisse. Donc de ce point de vue-là, je suis un banal personnage sartrien. Alors, Sartre, vous m'offrez une transition, puisque le temps passe et qu'il va falloir que je choisisse. Ah oui, là, parce que ça fait bien. Et que je renonce. Une heure, hein. Et que je renonce. Oui. Moi, je suis pas... Et que je renonce, surtout. C'est difficile oui, à des tas de questions. Notamment à celle justement du rapport entre la littérature et la philosophie. Mais enfin, on ne peut pas
Non, le sujet est trop vaste. Le sujet est trop vaste. Mais alors, j'allais aborder justement un sujet encore plus vaste, et je ne sais pas s'il vous conviendra pour le temps qui nous reste. C'est le chapitre 2, l'interminable question juive. Et justement, je parlais de Sartre, de la transition que vous m'offriez, parce que j'aimerais que vous, voilà, si vous pouviez esquisser le parcours qui a été et qui est le vôtre, à partir de la lecture justement des réflexions sur la question juive de Sartre, dont vous dites que c'est le livre qui a illuminé votre adolescence, avec cette distinction assez tranchée entre juif authentique et juif imaginaire. Non, juif inauthentique, pardon. J'ai sauté une ligne et j'allais tout de suite au juif imaginaire 1980, mais ça c'est pas Sartre, c'est Alain Finkielkraut. Donc voilà, est-ce que vous pouvez amorcer, en tout cas esquisser cette parabole? J'ai en effet lu dans l'adolescence des réflexions sur la question juive de Sartre, un livre admirable. Il l'a écrit en 1945. Il s'était posé la question avec Raymond Aron et il s'est demandé mais pourquoi on n'accueille pas les juifs en tant que tels de retour de déportation? Pourquoi rien n'est fait, rien n'est dit pour eux? Et Aron le raconte dans son livre Le spectateur engagé, et Sartre a fait quelque chose. Il a écrit des réflexions sur la question juive, quand même, au lendemain de la guerre, où le malheur juif était, disons, pas occulté, mais un peu mis de côté. On regardait davantage les déportés résistants, comme on disait, que les déportés raciaux. Il écrit donc, et il bâtit tout son livre sur cette opposition entre le juif authentique qui assume sa condition et le juif authentique qui la fuit pour se fondre dans la masse, pour s'assimiler. Et moi, j'ai pris ça pour moi. Je me suis dit, mais le juif authentique, c'est moi. J'assume complètement ma condition. Je suis juif à fond la caisse. Enfin, déjà à fond la caisse, c'était un peu problématique parce que, enfin, au sens de Sartre, oui. Parce que Sartre, c'est celui qui se dit juif dans le regard de l'autre. Pour le reste, mes parents ne m'avaient pas élevé dans la tradition. Ils étaient eux-mêmes... La guerre les avait rendus orphelins. C'est ça, c'était le charnier universel dont on parlait tout à l'heure. Ils n'avaient plus de parents et ne vivant plus sous le regard de leurs parents, ils n'ont pas eu le cœur de faire le Shabbat et des choses comme ça. Parce qu'en plus, ils n'étaient pas ou plus du tout croyants. Donc, j'étais élevé en dehors de la tradition, mais j'étais juif par l'idée que j'assumais ma condition. Et puis peu à peu, j'ai pris conscience du caractère histrionique de cette affirmation, de cette exhibition. Je suis juif, je suis l'héritier du malheur, et ben non, c'est pas vrai. C'est-à-dire on ne porte pas l'étoile jaune de génération en génération. Et ça, j'en ai pris acte justement quand je me suis rendu compte que mes parents étaient mortels et qu'ils allaient emporter quelque chose dans la tombe, et ce quelque chose était irrémédiable, irréparable. Donc, voilà. Mais quand j'ai écrit Le juif imaginaire, je me suis dit, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai apporté une nouvelle catégorie, juif authentique, juif inauthentique, juif imaginaire. J'en ai parlé parce qu'elle me semblait aller très au-delà de ma propre personne, définir une attitude qui était dominante parmi les juifs nés après la guerre. Et je me suis dit, ben voilà, j'en ai fini avec cette question, j'ai plus rien d'autre à dire. Et peut-être que je vais arrêter d'écrire, mais en tout cas, je ne parlerai plus de la question juive. Et c'est, disons, quelques jours après cette décision que rue Saint-André-César, où j'habitais, on m'a tendu un tract, et qui était un tract négationniste. Un tract négationniste qui m'expliquait que voilà, il n'y avait pas eu de chambre à gaz, donc que mon père était un menteur, puisqu'il avait été déporté à Auschwitz. J'ai été d'autant plus bouleversé que ce tract ne venait pas de l'extrême droite, c'est pas des nazillons, il venait de l'ultra-gauche, la vieille taupe. Donc j'ai commencé à réfléchir, à enquêter sur les raisons pour lesquelles des gens d'extrême gauche pouvaient raisonner ainsi. Et là, j'ai vu justement ce que c'était que le fact-checking dont je vous parlais tout à l'heure.
la vérité du capitalisme, c'est l'exploitation. Quand on a une main-d'œuvre gratuite, on l'exploite, on ne l'extermine pas. Donc ça ne veut rien dire dans le cadre de cette philosophie de l'histoire. Et puisque ça ne veut rien dire, ça n'a pas existé. Donc voilà, j'ai réfléchi à tout cela. Et surtout qu'à l'époque, le négationnisme, disons, avait, avait des relais dans certains journaux, à Libération, même au Monde, enfin, donc il y avait une sorte d'instabilité, de fragilité du monde médiatico-intellectuel devant ce phénomène. Voilà pourquoi j'ai écrit L'avenir d'une négation. Mais j'ai eu raison d'appeler ça l'avenir, parce qu'on n'en a pas fini avec la négation de la Shoah, et surtout parce qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène très général dont la négation de la Shoah n'est qu'un des éléments, qu'une des composantes, c'est le retournement de la Shoah contre les Juifs. On se dit, ben, la mémoire nous protège. La mémoire protège les Juifs. Personne n'a envie que ça recommence. Et c'est Bernanos qui disait Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Ben non, non, parce que justement, un nouvel antisémitisme s'alimente à la mémoire. Ils disent, ben voilà, il y a ce que les Juifs ont subi, mais il y a ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est la même chose que ce qu'ils ont subi. Un nouvel holocauste pour les Palestiniens. Et ça, c'est dit par toute une intelligentsia, et je donne un certain nombre d'exemples dans le livre, et ça m'amène à réfléchir sur le caractère de cet antisémitisme. Je disais qu'il y avait un antisémitisme d'origine islamique en France, mais cet antisémitisme a des relais dans une partie de l'intelligentsia française et européenne, du fait de cette négation, de ce retournement de la Shoah contre les Juifs, mais surtout, nous voyons aujourd'hui se fermer la parenthèse raciste de l'antisémitisme. Oui, Hitler était raciste, ça c'est clair. Mais l'antisémitisme a été longtemps un antiracisme. C'est pour ça que je me crois obligé de remonter à Marcion, un évêque du IIe siècle, hérétique et gnostique, mais qui a failli l'emporter. Il y a une bataille à l'intérieur de l'Église, et le marcionisme est resté une tentation théologique permanente. Et Marcion, disciple radical de saint Paul, dit que s'il y a deux testaments, c'est qu'il y a deux dieux. Et il y a un Dieu qui est pour son peuple et exclusivement pour son peuple, et un autre qui est pour la libération du genre humain. Et le Dieu qui est pour son peuple, ben, il ne fait pas de cadeaux, il extermine tous les Cananéens. Et, voilà, parce qu'il n'a pas accès à l'universel. Et voilà, c'est-à-dire, les Juifs n'ont pas accès à l'universel, ils n'en ont que pour eux, et ils méprisent les autres. Et donc, vous voyez, et donc le racisme, c'est un moment de l'antisémitisme. Et maintenant, nous voyons se conjuguer l'antisémitisme s'exprimer à nouveau dans la langue de l'antiracisme. Aujourd'hui, si les Juifs doivent défiler dans la rue, c'est pas sous la bannière SOS Racisme. C'est sous la bannière SOS Antiracisme. Parce que c'est l'antiracisme qui les vise. Ils sont visés en tant que racistes. Ils soutiennent Israël, État raciste. Et le sionisme est une forme de racisme. C'est d'ailleurs ce que disait l'ONU en 1976, et Foucault avait qualifié cette résolution de honteuse. D'ailleurs, c'était une des raisons de sa dispute avec Gilles Deleuze. Personne n'a voulu creuser, mais je le sais, et par lui, qu'il ne voyait plus Deleuze à cause d'un différend très fort sur Israël. Mais cette résolution a été abolie après la chute du communisme, mais cette pensée est massivement de retour aujourd'hui. Et si vous voulez, quand vous vous êtes traité de sale juif, c'est moralement ignoble. Mais quand vous êtes traité de sale raciste, c'est ignoblement moral. Et voilà, voilà notre situation actuelle. Voilà l'une de mes réponses à la question « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, on arrive à la fin de cette rencontre, mais on ne vous laissera pas partir. Question. Non, pas une dernière question, mais je vais vous demander de lire l'extrait
du livre que vous avez choisi, enfin la lecture que vous avez choisi de nous faire entendre ce soir. C'est Primo Levi et c'est un extrait de la Trêve. Oui, c'est un extrait de la Trêve. Vous me disiez que c'est la coutume à la fin des entretiens, c'est ça? C'est une coutume en tout cas qui va être instaurée à partir de ce soir. Ah, je croyais. C'est moi qui l'invente? Oui. Bon. Bien, donc, en tout cas, je me suis plié à votre demande. Vous m'avez demandé à quel texte je pensais, et je dois dire que j'ai très peu hésité. Donc, il s'agit d'un extrait de La Trêve. Ça fait 2 pages. J'espère que je lirai ces pages assez bien et que vous aurez la patience de m'écouter. Urbinec n'était rien. C'était un enfant de la mort, un enfant d'Auschwitz. Il ne paraissait pas plus de 3 ans. Personne ne savait rien de lui. Il ne savait pas parler et n'avait pas de nom. Ce nom curieux d'Urbinec lui venait de nous, peut-être d'une des femmes qui avait rendu de la sorte un des sons inarticulés que l'enfant émettait parfois. Il était paralysé à partir des reins et avait les jambes atrophiées, maigres comme des flûtes. Mais ses yeux, perdus dans un visage triangulaire et émacié, étincelaient, terriblement vifs, suppliants, affirmatifs, pleins de la volonté de briser ses chaînes, de rompre les barrières mortelles de son mutisme. La parole qui lui manquait, que personne ne s'était soucié de lui apprendre, le besoin de la parole jaillissait dans son regard avec une force explosive, un regard à la fois sauvage et humain, un regard adulte qui jugeait, que personne d'entre nous n'arrivait à soutenir, tant il était chargé de force et de douleur. Personne sauf Enek, mon voisin de lit, un jeune Hongrois de 15 ans, robuste et florissant. Enek passait ses journées à côté du lit de Urbinec. Il était plus maternel que paternel, et sans doute, si notre cohabitation précaire s'était prolongée au-delà d'1 mois, Urbinec, grâce à Enek, aurait appris à parler. Sûrement mieux qu'avec les jeunes polonaises, trop tendres et futiles, qu'il étourdissait de caresses et de baisers, mais n'entrait pas dans son intimité. Au contraire, Enek, avec une obstination tranquille, s'asseyait à côté du petit sphinx, protégé contre la puissance triste qui en émanait. Il lui portait à manger, arrangeait ses couvertures, le lavait avec des mains habiles, sans répugnance, et il lui parlait en hongrois naturellement, d'une voix lente et patiente. Au bout d'1 semaine, Enek annonça sérieusement, mais sans l'ombre de présomption, que Urbinec disait un mot. Quel mot? Il ignorait. Un mot difficile, pas hongrois, quelque chose comme masklo, matisklo. La nuit, nous tendîmes l'oreille. C'était vrai, du coin de Urbinec venait de temps en temps un son, un mot. Pas toujours le même, à vrai dire, mais certainement un mot articulé. Mieux, plusieurs mots articulés de façon très peu différente. Des variations expérimentales autour d'un thème, d'une racine, peut-être d'un nom. Tant qu'il resta en vie, Urbinec poursuivit avec obstination ses expériences. Les jours suivants, nous l'écoutions tous en silence, anxieux de comprendre, et il y avait parmi nous des représentants de toutes les langues d'Europe. Mais le mot d'Urbinec resta secret. Ce n'était certes pas un message, une révélation, mais peut-être un nom, si tant est qu'il en ait eu un. Peut-être, selon une de nos hypothèses, voulait-il dire manger, ou peut-être viande en bohémien, comme le soutenait avec de bons arguments un de nous qui connaissait cette langue. Urbinec, qui avait 3 ans, qui était peut-être né à Auschwitz et n'avait jamais vu un arbre. Urbinec, qui avait combattu comme un homme jusqu'au dernier souffle pour entrer dans le monde des hommes dont une puissance bestiale l'avait exclu. Urbinec, le sans-nom, dont le minuscule avant-bras portait le tatouage d'Auschwitz. Urbinec mourut les premiers jours de mars 1945. Libre mais non racheté, il ne reste rien de lui. Il témoigne à travers mes paroles. Merci. Merci à vous tous de votre attention, de votre écoute. Merci Alain Finkielkraut. On vous retrouve à la librairie et
Et donc, on continue la conversation à la librairie. Merci.